Donc, la question que je voudrais aborder aujourd'hui touche le rôle de l'action dans l'une des disciplines de la Faculté des Arts de Paris au XIIIe siècle, et pas des moindres, évidemment, quantitativement et qualitativement, la logique. Je me concentre dans cet exposé sur la phase de transition de cette histoire, les années 1240 et 1250, autour de la figure du grand maître de la logique de l'époque, Robert Kilwardby. Ça va, vous m'entendez? Tout va bien? Oui. Il est l'auteur de commentaires logiques arsiens, comme on sait, d'un commentaire également arsien à l'Ethica Vetus et à l'Ethica Nova, qui vient d'être édité, mais il est aussi l'auteur d'une influente encyclopédie philosophique, le De Hortus Scientiarum, rédigé à Oxford autour de 1250, dans les années qui ont suivi son départ de Paris et son entrée dans l'ordre dominicain en 1245. L'ouvrage reflète évidemment ses années d'enseignement parisien comme maîtresse-art, mais il constitue aussi un nouveau départ intellectuel, d'autant qu'entre-temps, il a été lecteur de la traduction de Grossetête de l'Éthique, quoique avec beaucoup de modération en réalité, mais il est surtout le lecteur du commentaire d'Eustrate de Nicée au premier livre de l'Éthique. Alors, je proposerai dans la version écrite de ce travail un exposé en 3 temps. Pour la version orale, aujourd'hui, il n'y aura qu'une longue introduction, une longue conclusion et quelques remarques finales sur le vocabulaire de l'action. Alors d'abord, je voudrais proposer en 2 sections une cartographie des différentes configurations dans lesquelles on peut comprendre les rapports entre logique et action, rapports qui constituent selon moi une dimension absolument fondamentale de la logique médiévale. Dans une première section, je me pencherai sur l'action logique et sur la façon dont elle peut être comprise selon 4 aspects. En rappelant, bien sûr, pour commencer, que les sciences et les arts, les 2 catégories, sciences et arts, les 2 catégories dans lesquelles la logique a été abondamment décrite au Moyen-Âge, appartiennent aux vertus intellectuelles qui sont appelées à l'occasion vertus logiques. Il y a une occurrence que j'ai trouvée assez amusante à rappeler. Alors, l'action logique peut être comprise comme une action de connaissance, au même titre que toutes les autres sciences, c'est-à-dire correspondant à la logique comme science des objets logiques. Elle pourrait alors ressembler à n'importe quel autre acte et à n'importe quel habitus de connaissance. Mais il y a 3 différences. D'une part, il s'agit d'un acte de connaissance dont l'objet, contrairement aux autres sciences spéculatives, a pu être décrit lui-même comme une action, argumentatio, ratiocinatio, actus rationis, modus scendi, et pas seulement comme un type spécial de réalité, ens rationis, intention seconde. Ensuite, elle est particulière parce que contrairement aux autres sciences, cette science comporte une dimension générale car elle régit les autres sciences, raison pour laquelle elle a été appelée science générale avec la métaphysique, mais aussi science des sciences et art des arts. Et enfin, elle est différente car elle a une dimension récursive, puisque la logique est elle-même sa propre logique et que les objets logiques sont connus logiquement. Deuxièmement, la logique peut aussi être comprise comme une action artificielle ou artisanale. Ce qui voudrait dire, du moins sur le principe, d'après la description de la techné aristotélicienne, qu'elle devrait être délibérée et volontaire et délibérative. Donc, la logique comme art est un thème bien connu évidemment au Moyen-Âge, mais il faudra bien préciser qu'il s'agit d'un art de soi, de l'âme, non productif, sur base naturelle, c'est-à-dire comme l'artificialisation d'une action naturelle, le raisonnement. En effet, l'action logique peut aussi être considérée, c'est le 1-3. Ah oui, alors là, il y a un problème, il y a écrit 2-2, mais enfin, c'est 1-1, 1-2, 1-3, comme une action naturelle. C'est-à-dire en supposant l'idée qu'il y a une logique naturelle, comme en parleront beaucoup d'auteurs du XIIIe siècle, ou en décrivant les actions de raisonnement comme spontanément logiques. Alors, je reviendrai abondamment sur la question du raisonnement naturel en parlant de Robert Kilwardby.
J'examinerai aussi à cette occasion la dimension anthropologique de cette opération à la fois naturelle et artificielle, si la vie rationnelle et l'opération... Ah, comment je fais pour passer à la suite? Excusez-moi, j'arrive pas à passer à la suite. Voilà. Ça va? Ah. Non, hélas. Bon. Donc, ça va? Non. J'ai pas partagé mon écran? Hein? Non? Partager l'écran. Excusez-moi, j'arrivais pas à passer à la... Ça va là? D'accord, on voit tout l'écran. On voit tout l'écran là? Ah oui, on voit tout l'écran, ça c'est pas bon ça. Non. Je suis pas très douée, hein, désolée. Hein. Ça va là? Oui, oui, merci. Donc, la dimension anthropologique de ces opérations, si la vie rationnelle est l'opération propre de l'homme, selon l'éthique, dans un passage qui justement utilise le terme actio et non pas ni opératio ni actus, si la logique est la seule discipline qui permette à l'homme de conduire sa vie rationnelle de façon correcte, et si, bien sûr, l'homme est la seule créature qui n'est pas déterminée instinctivement à réaliser son opération propre, et si, enfin, l'être qui n'accomplit pas son opération propre est appelé un tel être en un sens homonyme, comme les flûtes en bois, ainsi que l'affirme notamment le livre 4 des météorologiques. Alors là, c'est évidemment le thème bien connu hein, de la dimension anthropologique de la logique que j'ai essayé de développer. Cette dimension anthropologique explique la teneur de ce texte que j'affectionne particulièrement, le commentaire au Tractatus attribué à Simon de Faversham autour de 1280, qui décrit l'homme sans éducation logique comme une bête inutile, appelée homme en un sens homonyme, car il ne peut accomplir parfaitement son opération propre. Et là, on voit que à l'intérieur d'un schéma avéroïste, eh bien, c'est la logique qui a remplacé directement la philosophie. Enfin, dernier point, je me tournerai vers la possibilité de comprendre les actions logiques, donc 1.4, comme des actions morales, voire des actions politiques, selon que la logique est pratiquée individuellement ou collectivement. Et quelques éléments à propos de la condamnation des comportements non collaboratifs dans la pratique de la dispute, dans le choix d'une vie sans logique, ainsi que la forte présence d'éléments éthiques et anthropologiques dans les exhortations à la logique, pourrait aller ainsi dans le sens d'une éthique de la logique, ou plus précisément, elle permettrait la description de la logique comme une éthique ou une politique du comportement rationnel, individuel ou collectif, correspondant à l'art de bien conduire sa raison, c'est-à-dire de conduire sa raison logiquement. Mais il y a encore bien d'autres aspects au rapport entre logique et action. Il faudra donc considérer dans une deuxième section deux autres aspects. D'abord, l'existence d'une logique de l'action. Alors, celle-ci contient notamment deux exemples, deux espèces célèbres, le fameux syllogisme pratique, et qui est présent donc au livre 6 de l'éthique et dans beaucoup d'autres lieux, et la délibération de la prudence. Alors, je rappellerai que la délibération revêt une forme logique comparable à l'analyse, d'après le livre 3 de l'éthique, avec inventio, quaestio, concilium, et que la délibération est décrite comme une sorte de syllogisme dans le De Memoria d'Aristote.
L'aspect logique de la délibération, il est vrai, est assez peu développé dans l'Ethica Nova et dans l'Ethica Vetus, et il faut attendre la réception du livre 6 pour en prendre toute la mesure, avec la théorie des vertus intellectuelles auxiliaires de la prudence, le bon jugement, Euboulia, chargé de la découverte, Inventio, la compréhension qui est judicative et qui correspond au bene judicare, avec des moyens termes, des faux syllogismes, etc. Le syllogisme pratique n'apparaît pas dans l'Ethica Nicomaque dans l'Ethica Vetus et l'Ethica Nova, donc pour l'époque qui nous concerne, les années 1240, mais il est bien présent à la fin du De Anima. Enfin, il faut compter sur l'existence d'une logique de l'éthique, donc pour une discipline qui est censée ne pas suivre les règles de la science démonstrative. La présence de nombreuses considérations épistémologico-logiques dans l'éthique a conduit les commentateurs à développer de longs passages sur la logique et ses variations, comme l'a montré la thèse de doctorat de Violeta Cervera Novo. La logique de l'éthique a fort à voir avec la critique de l'interprétation purement praxistique et théologique de l'éthique dans la première moitié du XIIIe siècle, comme l'a montré donc cette thèse, avec la possibilité de décrire une véritable science éthique, sans compter bien sûr les rapports cruciaux que représente l'étude de la logique de l'éthique pour l'histoire de la logique en général. Et en ce sens, je propose de renoncer à l'appellation excursus méthodologique pour les passages de l'éthique, étant donné la centralité de ces passages. Alors, on remarquera à ce propos une certaine schizophrénie logique chez nos commentateurs entre théorie et pratique, comme on le voit chez Robert Kilwarby et comme ça a déjà été relevé dans la thèse en question, car les mêmes commentateurs qui expliquent qu'il ne peut y avoir en éthique de démonstration rigoureuse abusent de syllogismes formés de propositions nécessaires obtenues par les définitions des termes pour démontrer par un syllogisme démonstratif la non-scientificité de la science éthique. Enfin, la troisième partie de mon exposé sera consacrée à la question de l'action logique au XIIIe siècle, avec une étude des interprétations médiévales centrée sur Kilwarby, en évoquant Albert le Grand et quelques classifications arsiennes du milieu du XIIIe siècle. Alors, suivant la méthode d'exposition que j'ai mise au point lors du dernier congrès de la SIEPM et qui semble avoir bien amusé mes auditeurs, je vais proposer directement ma conclusion et je proposerai au passage une petite évocation plus détaillée de la pensée de Robert Kilwarby. Alors, les 4 aspects de l'action logique que j'ai exposés donc dans la première section de mon futur article. Sur la base de quelques indications éparses chez Aristote et dans les textes médiévaux, sont en réalité mal ou faiblement théorisés, en tout cas pour une grande partie d'entre eux, par les auteurs du XIIIe siècle. La bipartition aristotélicienne de la philosophie, qui n'a pas aidé dans cette histoire, bon, on le sait, c'est bien connu, mais l'introduction de la distinction issue de la philosophie arabe qu'on trouvera chez Al-Farabi, Al-Vicenne, Al-Ghazali et Gundi Salinus à propos de cette bipartition entre, d'une part, ce qui dépend de notre agir, ab opere nostro, de notre arbitre ou de notre volonté, et d'autre part, ce qui n'en dépend pas, et correspondant à la philosophie théorique, n'a fait qu'ajouter des difficultés en entr'ouvrant seulement la possibilité d'une doctrine cohérente de l'agir logique. Nos maîtres ne parviennent pas à combler les lacunes qu'Aristote et la tradition aristotélicienne leur a léguées pour penser la pratique logique et la dimension pratique de la pensée. Alors, par dimension pratique de la pensée, je précise ici que j'entends la pensée comme action, ce que nous appellerions aujourd'hui tout simplement les pratiques intellectuelles, au-delà de la seule question de l'actualisation de l'intellect. Pratiques intellectuelles dont une grande part sont des pratiques logiques, raisonner, distinguer, classer, définir, démontrer, rechercher des prémices pour une conclusion désirée, analyser, disputer de façon méthodique et régulée. On notera à cet égard que Robert Kilwarby, dans le commentaire de l'éthique, précise que seule l'intelligence, l'intelligentsia au sens discursif, inférentiel,
qui passe donc d'une proposition à une autre, est une vertu intellectuelle et non pas l'intelligence au sens de l'habitus de saisir des intelligibles qui sont dans l'intellect possible. Et il en est de même pour toutes les autres vertus intellectuelles. Donc ça, c'est page 181. Ce qui veut bien dire que l'agir intellectuel dont il est question ici et dont il est question aussi dans l'esprit de nos auteurs va bien au-delà de la simple question de l'actualisation de l'intellect. Les difficultés que nos maîtres ont eu à caractériser l'action logique expliquent les contorsions auxquelles ils se livrent lorsqu'il s'agit de classer la logique dans les divisions des savoirs au XIIIe siècle, et je ne parle même pas du modèle particulièrement défectueux que propose Gundi Salinus dans le De Divisione Philosophiae, qui est une véritable catastrophe du point de vue de la logique. Alors, comme on le sait, au XIIIe siècle, la logique est à la fois un art et une science. Elle est classée à part dans des parties de la philosophie théorique et pratique, comme une troisième partie en tant que science rationnelle, comme chez Albert le Grand, chez de nombreux artiens et chez Robert Kilwarby dans sa période artienne. Ou bien, elle est classée à l'intérieur d'une partie de la philosophie qui s'occupe des choses qui dépendent de notre agir, donc ab opere nostro, où l'on trouve aussi la philosophie pratique et les arts mécaniques, comme c'est le cas dans le De Ortu Scientiarum de Robert Kilwarby et chez quelques artiens du XIIIe siècle. La logique apparaît bien dans le commentaire de Robert Kilwarby à l'éthique, notamment au début, lorsque la division des savoirs est traitée, où elle apparaît aux côtés de la philosophie morale, ou encore pour gloser les premières phrases du traité d'Aristote, où ars pourrait notamment représenter exclusivement les sciences du langage, tandis que l'opératio et le choix sont entièrement du côté de la philosophie pratique. Mais surtout, il donne déjà dans ce texte un correctif à cette dernière affirmation, puisqu'il y a une définition large de opératio qui inclut l'acte spéculatif de la raison. Je cite là le texte que vous avez actuellement à l'écran. C'est ce qui explique qu'Aristote dise que la raison pour laquelle Aristote dit que toutes les opérations tendent vers le bien. Il faut remarquer qu'ici, Robert Kilwarby dit opératrix au lieu de optatrix. Mais enfin, c'est simplement un adjuvant à sa pensée. Donc, ce qui inclut les opérations spéculatives vers le bien spéculatif, ce qu'il appelle le bien spéculatif, c'est-à-dire la vérité. En dépit de cette remarque, donc très intéressante pour nous, la question de l'action logique reste complètement sous-thématisée. Le De Ortu Scientiarum reviendra sur ce point, donc l'idée d'une opération au sens large, mais il préférera parler d'action pour l'activité spéculative de la raison, sans doute à cause de la prise de position assez nette de Strate de Nicée sur le fait que actus est réservé aux actions volontaires et délibérées et électives, tandis que operatio peut avoir un sens large, et j'y reviendrai dans le texte 4 qu'on verra tout à l'heure. Dans le De Ortu Scientiarum, la logique n'appartient pas à la partie pratique de la philosophie, mais à une sous-division de cette partie de la philosophie qui n'a pas de nom, donc la philosophie anonyme, qui s'occupe de ce qui dépend de nous, avec la philosophie pratique et les arts mécaniques. Cette partie anonyme de la philosophie donc, est concernée par les choses qui dépendent de nous. Donc vous avez ici le schéma et puis le texte qui l'explique. Vous avez d'un côté les operationes et de côté les locutiones, qui correspondent donc aux sciences du langage, donc à la logique au sens large qu'il reprend de Hugues de Saint-Victor. Chez Albert le Grand, la situation n'est simple qu'en apparence. La logique, dans la paraphrase à Lisa Goguet, appartient bien à une troisième division de la philosophie rationnelle, comme je l'ai déjà indiqué. Mais il reste une ambiguïté fondamentale, car celle-ci a un objet qui pourrait bien être une action, comme je l'ai déjà mentionné, argumentatio, qui peut avoir un sens actif, comme ratiocinatio, tandis que la partie de la philosophie qui s'occupe des choses qui dépendent de nous est glosée par le théologien selon une double possibilité, avec ce qui dépend de notre volonté,
ou bien ce qui dépend de notre intellect à la recherche de la vérité. Et ça, c'est une innovation albertinienne qui ouvre la possibilité de trouver une place à la philosophie dans la bipartition avicénienne ou alfarabienne. Donc, c'est cette partie-là qui correspond à la logique. La logique connaît ainsi théoriquement, pour Albert, une vérité qui relève de l'agir de notre intellect, sans explication directe de la raison pour laquelle la logique ne serait pas directement versée à la philosophie pratique. Donc, il y a une opposition entre l'agir par la volonté et l'agir par l'intellect. Mais pourquoi cet agir par l'intellect ne serait pas volontaire ? Notamment, cette activité logique donc, ne semble pas relever de la volonté caractéristique de la philosophie pratique. Nous verrons que cette approche de la logique semble en partie en contradiction avec sa vision élitiste des savoirs et la dimension éthique et anthropologique de son exhortation à la logique, reprise par beaucoup d'artiens. J'en viens maintenant au dernier point général de mon introduction, l'avant-dernier point, l'énigme des actions logiques non praxiques dans le De Hortus Scientiarum. Le De Hortus Scientiarum, qui est pourtant d'une longueur près de 150 pages uniquement sur la logique et d'une virtuosité presque sans égale au XIIIe siècle, n'offre pas davantage de théorisation complète et satisfaisante de la dimension pratique de la logique et de la pensée. La logique qui est décrite minutieusement sur des dizaines de pages comme art et comme science, comme la science des sciences, l'art des arts, ainsi que la discipline en laquelle la raison s'auto-façonne, s'auto-constitue et se révèle à elle-même dans son essence réflexive. Ça va? Tout va bien? On le voit dans cet autre texte que j'affectionne particulièrement, où la récursivité de la logique et la réflexivité de la raison ne sont que les deux faces d'une même réalité. Donc, similitaire, homo ratiocinatur per rationem sua, ratio per ratiocinationem, quia ratiocinatio est motus rationis, sed ratiocinatur se ipsa. Similitaire, speciales doctrinae ratiocinatae sunt per doctrinam rationendi scilicet logicam, quae quodam modo commodis illis saltem secundum usum. Doctrina autem ratiocinandi, c'est-à-dire la logique, per ratiocinationem inventa est ratiocinata, sed ratiocinata inventa se ipsima ratiocinata est. Comprenne qui pourra. Non, mais en fait, c'est très clair, mais il faut avoir le texte complet. Le raisonnement est ici clairement décrit comme un mouvement de la raison et la logique comme une doctrinalisation du raisonnement. Ailleurs, elle est aussi décrite, donc c'est pour ça qu'il faut lire les autres textes pour tout comprendre, comme une artificialisation du raisonnement en tant que la logique est aussi un art. Mais elle ne reçoit pas pour autant une description convaincante au sujet des actions qu'elle mène en régimentant les actions de raisonnement. Pour Robert Kilward-Bee, les actions des opérations de raisonnement que la logique artificialise puis doctrinalise sont naturelles, spontanées et involontaires, ce qui ne nous étonnera pas puisque la vie rationnelle est selon la raison et l'opération propre de l'homme selon l'éthique. C'est aussi pour la même raison que certains textes, certains maîtres comme Albert le Grand et d'autres artiens parlent dans ce cas de logique naturelle. Pour Robert Kilward-Bee, les actions de raisonnement spontané relèvent davantage, je le cite, de l'opération, operatio energeia, c'est-à-dire de l'action au sens large, plutôt que de l'actus, praxis. Et là, on est dans un cadre où on suit la traduction de Grossetête et on ne suit plus la traduction de Bourgondieu-Dipis puisque c'est inversé. L'action au sens strict, c'est-à-dire l'action décisionnelle et volontaire et décisionnelle. Alors, on voit évidemment, là ça revient à ce qu'a dit Irène tout à l'heure, que volontaire et décisionnel, c'est un pack, il n'y a pas de involontaire, il n'y a pas de volontaire non décisionnel, en tout cas dans ce cadre-là.
Nous allons lire donc ce texte remarquable. La source du maître latin ici, qui est Eustrate de Nicée, prend comme exemple d'opération non praxique, l'opération naturelle qui meut l'âme intellective, la raison qui se meut elle-même toujours naturellement et s'alimente elle-même. Mais en plus de cela, donc Robert Kilwardby cite bien la méditation, mais il étend la description aux opérations de raisonnement, ce que ne fait pas Eustrate de Nicée, ratiocinatio, et à la recherche de la vérité, inquisitiva veri. Donc c'est un commentaire sur ce que veut dire exactement pratique, actif, opératif, etc. Et dicendum secundum commentatorem super primo ethicae, quod praxis graece transfertur in actum latine et energia in operationem, excopatet quo proe odem, etc. Dicit autem ibidem, quod praxis sive actus est secundum electionem hominis, operatio. Energeia autem sive operatio est naturalis unus cuiusque substantiae virtus et motus, et quibus definitionibus patet quod operatio propria accepta est in plus quam actus, quia actus non est propria nisi apud humanam operationem electiva, et etc. Unde patet quod illa actio sive praxis quae est in speculativis magis proprie dicitur operatio quam praxis vel actus. Ratiocinatio enim et meditatio et uius modis actiones veri inquisitivae potius sunt secundum naturam quam secundum voluntatis electionem. Plus haut, Robert Kilwardby avait reconnu que les actes de connaissance théorique relevant de la méditation possédaient une dimension pratique active, mais seulement au sens large. Donc, c'est le texte 5. Si quis autem obiciat quod tota ec definitio convenit, donc qui concerne la définition de la philosophie pratique, convenit scientiae speculativae, quia meditatio qua homo utitur in speculativis est aliqua actio humana, dicendum quod tam actio quam bonum dicitur communitaire et proprié. Un autre passage, donc ça va être le texte 6, qui compare la philosophie pratique et la philosophie théorique, revient sur le même point et cite la Lectio dont j'ai montré par ailleurs dans d'autres travaux qu'elle est en partie à cette époque une pratique logicienne, fondée sur la reconstruction syllogistique. Et aussi une autre action, cette fois franchement logique, la disputatio, dans le cas des actions menées par le philosophe naturel. Donc on retrouve ici dans ce texte les deux, la lectio et la disputatio, les deux grandes pratiques intellectuelles des universités et des studia du Moyen-Âge. Robert Kilwardby reconnaît une dimension active dans la théorie et une dimension contemplative dans l'action. Ici, le ressort de l'argument n'est pas, il est très intéressant, c'est un nouvel argument en fait, n'est pas l'existence d'un sens d'action au sens large, comme on l'a vu jusqu'à maintenant, mais le fait que l'action de connaissance vise la vérité et ne prête pas attention à sa propre action, tandis que le but de l'action, éthique ou technique, est l'opération elle-même ou bien son résultat, l'œuvre. Opératio et contemplatio sont ainsi opposés. La disputatio, dont Robert Kilwardby définit le but principal dans le De Hortu Scientiarum comme étant la recherche de la vérité, est percée plutôt du côté de la contemplatio et non de l'opératio. Donc c'est le texte 6. Quam vi sigitur moralis vel mechanicus consideret quid agendum et commodo et propter quid, donc la dimension spéculative de la philosophie pratique et technique, tamen finaliter non intendit nisi operationem vel opus et ideo affine principaliter intento dicitur activus. Naturalis autem physicus, quam vis legat disputet et conferat, quae sunt aliquae actiones, non tamen sistit sua intentio in is actionibus. Sed referteas ad veritatis cognitionem in rebus physicis.
La logique, dans tous les passages que je viens de citer, textes 4, 5 et 6, n'est pas spécifiquement abordée dans ces passages, car elle n'appartient ni à la philosophie théorique, ni à la philosophie pratique. Mais on voit bien, et donc il s'agit dans tous ces passages de comparer les deux, mais on voit bien avec la mention de la dispute, avec l'exemple de la ratiocinatio dans le texte 4, que cette description de l'action au sens large pourrait sur le principe s'appliquer aux actions logiques. Mais alors le point étonnant dans tout ça, c'est que Robert Kilward-Bee semble faire valoir l'idée d'une action non praxis pour des actions logiques qui régimentent les actions spontanément effectuées du raisonnement. Ainsi, comme je l'ai déjà fait remarquer, l'expression inquisitiva veri dans le texte 4 est la formule même qui définit la logique dans le De Hortu Scientiarum, puisque la logique est définie comme une discipline vouée à la recherche du vrai, alors que la rhétorique est une recherche à propos d'une hypothésis, c'est-à-dire une question liée aux circonstances de la vie civile, et que la grammaire n'utilise pas le langage pour rechercher, mais pour signifier. De même, dans le texte 6, on ne peut être que frappé par le fait que le dispositif qui oppose agir en vue de l'action et de l'œuvre et agir en vue de la vérité sans avoir en vue sa propre opération inclut des actions logiques comme la dispute dans la deuxième catégorie, alors que la logique est constamment décrite par Robert Kilward-Bee à partir de sa visée réflexive de la raison sur ses propres opérations rationnelles. Alors, c'est quelque chose qu'on avait déjà vu dans le texte 3, le mystérieux texte 3, mais qu'on retrouve partout dans le De Hortu Scientiarum. Donc là, je vous donne un texte qui vise à expliquer comment il peut y avoir les origines de la logique, c'est-à-dire comment on a pu inventer une science du raisonnement dans le raisonnement. Eh bien, en fait, ce n'est pas un problème, car ratio non solum dirigitse in alias res ad se met sedetiam in sua actiones convertitur et supra se ipsam reflectitur. De fait, Robert Kilward-Bee revient plus loin sur ses remarques à propos de la théorie dans la pratique et de la pratique dans la théorie, et il finit quand même par les appliquer aux arts du langage et à la logique au sens strict. Donc, voilà, c'est le texte 8. Le logicien spéculatif enseigne le mode de la dispute et de la recherche du vrai par le raisonnement, tandis que le logicien actif, activus, enseigne à disputer et à raisonner correctement selon l'art. Donc, je pense que ce n'est pas la peine que je lise le texte puisque je viens de le traduire en français. Cette dernière caractéristique, qui place franchement la logique du côté de la philosophie pratique, également appelée active par Robert Kilward-Bee, montre qu'il n'y a pas vraiment de cohérence dans sa description générale de l'art, qui implique toujours pour Robert Kilward-Bee, comme pour Aristote, une action délibérée. Et entre donc, cette description et tout ce qui a été dit plus haut de la dispute et du raisonnement comme action non décisionnelle. Tout au plus, en une phrase, après 150 pages dédiées à la logique, elle suggère que la logique, finalement, pourrait être pratique sans s'en expliquer davantage. La dimension pratique au sens fort, c'est-à-dire relevant de l'action délibérée et d'une action menée avec une attention à l'action elle-même, puisque c'est exactement ça la logique, reste un point aveugle dont tous les éléments potentiels sont pourtant largement exposés sous nos yeux. J'en viens au dernier point de ma conclusion. Je propose de relier cette description incomplète et un petit peu intrigante de la logique à la perspective générale de Robert Kilward-Bee sur l'origine de la logique et sa dimension anthropologique, comme une autoréalisation nécessaire de la raison. Cette approche se situe dans la continuité de l'histoire chrétienne de la raison proposée par Augustin dans le De Ordine, précisément là où la formule « discipline des disciplines » apparaît à propos de la dialectique. Alors, même si Augustin, dans tout le livre 2 du De Ordine, insiste sur le peu d'hommes susceptibles d'adopter la voie rationnelle dans la compréhension de l'ordre divin, et même si Robert Kilward-Bee attribue aux philosophes l'invention de l'art et de la science logique,
Il me semble que cette approche, qu'on pourrait désigner comme l'ancêtre d'une théorie évolutionniste de la raison, se distingue d'une autre manière d'aborder l'anthropologie de la logique. Il s'agit d'une approche élitiste qui insiste sur les exclus de la logique, donc comme je l'ai suggéré avec mon cher texte de Simon de Favershaw, pour les condamner moralement et ontologiquement, ceux qui n'adoptent pas une conduite logique de la raison, et les confiner à des formes inférieures d'humanité. Cette approche se lit chez Albert le Grand, même si sa théorie sur la place de la logique semble mettre celle-ci à part de notre agir volontaire, mais surtout chez un certain nombre d'Artiens. Et c'est exactement la raison pour laquelle il faut, comme dans le cas des vertus morales, des exhortations à la logique. Je rappellerai, pour conclure sur une perspective générale, la position d'Occam au XIVe siècle. À une époque où l'idée d'une scientificité théorique de la logique semble largement en perte de vitesse, et où la dimension pratique de la logique, simplement pratique en fait, comme norme et guide des actions de connaissance, est pleinement assumée. La logique est décrite comme une science pratique ostensive, ostensiva, et non contraignante, dictativa, comme l'est la théologie pratique. En ce sens qu'elle ne commande pas une action, mais guide sa réalisation de façon normative. Elle est pratique au sens plein, selon Occam, en ce qu'elle s'occupe des activités qui dépendent de nous, les actes de connaissance. Et là, on retrouve toute l'élaboration qui a été faite au XIIIe siècle, pour énoncer des préceptes, des propositions directives, directivae à leur propos. Donc, c'est une science normative et non pas une science descriptive, et non pour les décrire comme le ferait la psychologie. Et là, je vous renvoie à l'excellent article de Claude Panaccio sur ce sujet. Alors, mon intention au départ était d'évoquer quand même en conclusion quelques éléments de terminologie et de traduction, puisque tout ce que je viens de dire suppose un sens très large d'axio. Mais je ne sais pas si le président m'accorde encore 5 minutes. Est-ce que le président m'accorde 5 minutes? Oui, je te l'accorde, évidemment. On a un peu de retard, mais enfin, quelques minutes pour conclure et présenter cette... Voilà. Alors, faute de temps pour aborder ce point, je dirais que selon moi, il ne faut pas se préoccuper trop du fait que le terme axio n'est pas présent à l'ouverture de l'éthique pour traduire energeia et praxis. Comme l'a montré Valéria Bouffon, energeia a été traduit par actus et praxis par opération dans la traduction de Burgundio de Pise, alors qu'inversement, energeia sera rendu par opération par grosse tête et praxis par actus. Tandis que, bien sûr, dans la traduction arabo-latine de la paraphrase d'Averroès, eh bien, nous avons axio dans les deux cas. En effet, axio est utilisé à traduire energeia, et même pour traduire praxis. Quant à, donc ça c'est dans la translatio nova, et puis dans la traduction de grosse tête, eh bien axio peut traduire aussi bien energeia que actus, donc en réalité c'est pas un vrai problème. Et je crois qu'il ne faut pas non plus se focaliser trop sur le fait que l'axio, praxis, est dénié aux animaux non humains, les bestiae, dans le livre 6 de l'éthique en 1139 à 20. Je crois que ce passage, s'il devait être lu absolument, ne s'appliquerait sans doute qu'à l'action morale, tandis que si on le prend dans son contexte précis, qui à mon avis doit être le cas, il s'agit simplement pour Aristote de dire que la faculté de sensation ne peut être responsable de la praxis, car il existe pour Aristote des animaux doués de sensations, comme tous les animaux, mais qui n'ont pas part à l'action, puisqu'ils n'ont pas de mouvement local. Donc les éponges, les anémones et les mollusques bivalves, comme il était expliqué à la fin du De Anima. En outre, au livre 3, et ça c'est quelque chose dont on a déjà parlé avec Irénée, mais que nos auteurs ne veulent pas voir manifestement, Aristote parle bien des actions, praxis non involontaires, donc volontaires, consenties,
dans la terminologie aristotélicienne, chez les animaux et les enfants, qui sont les uns dépourvus de raison et les autres dépourvus d'un usage de la raison. Un sens élargi d'action permet de soutenir qu'il est légitime d'étendre la notion d'action au-delà du domaine de l'action morale, décisionnelle ou de l'action technique délibérée. Au mouvement local, pour les animaux humains et non humains, l'action étant alors un automouvement finalisé accompagné d'appétit et de représentation, comme elle est décrite dans le De Anima 432b 15-17 et suivant, et même parfois accompagné d'un syllogisme pratique chez les animaux. On pourrait même aller au-delà de ce qu'Aristote a théorisé explicitement et appliquer la notion d'action à une forme spontanée de mouvement non local, l'action spontanée de raisonnement et connaissance, pour les seuls animaux humains, comme on l'a vu chez Robert Kilwarby. D'un autre côté, l'action de recherche méthodique du savoir qui caractérise l'acquisition logicisée de la science doit relever encore d'une autre description, notamment parce qu'il s'agit d'une action qui semble volontaire, décisionnelle et même délibérative. On peut peut-être penser à un type de mouvement non local de l'âme, un peu comme l'ont théorisé les premiers commentaires arsiens au De Memoria pour la mémoire et la réminiscence, c'est-à-dire comme des facultés motrices, des facultés appréhensives, sensibles et intellectuelles, définissant un mouvement cognitif non local d'un genre complètement inédit, qui n'est de l'ordre ni des facultés appréhensives, ni des facultés motrices, selon la bipartition d'Aristote à la fin du De Anima. De fait, comme l'a montré Constantino Marmot, Arnould de Provence mentionne une division du trivium où la logique s'occupe du langage en tant qu'il est ordonné au mouvement des vertus appréhensives que sont l'intellect et la raison. Cette approche élargie de la signification du terme axio, qui contient aussi bien les notions d'acte que d'opération, l'automouvement local finalisé, voire l'automouvement finalisé non local de type purement cognitif, qu'il soit décisionnel ou non décisionnel, permet d'envisager la question de l'action logique dans toute sa complexité et sa richesse. Je vous